Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de la TFM. Voici le sommaire de cette édition. Nouvelle journée de manifestation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Malgré l'annonce du début du paiement des bourses par les autorités, les affrontements qui se sont poursuivis jusque dans la soirée ont été particulièrement intenses et certaines déclarations faites puis retirées par des députés n'ont pas contribué à calmer les esprits. Le recteur autorisé à requérir les forces de sécurité pour protéger les personnes, les biens et assurer la continuité des activités académiques. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la cellule nationale de traitement des informations financières en tournée nationale pour sensibiliser les autorités administratives et les populations locales. À Sédhiou, l'accent a été mis sur l'argent de la drogue et sur le bilan de la CENTIF. L'extradition vers la Gambie de l'un des gardes du corps et homme de main de l'ex-président gambien Yaya Jammeh, arrêté en même temps que 3 anciens jungleurs présumés dans la forêt casamançaise. Le tristement célèbre Sanamandjan a été remis aux autorités de Banjul cet après-midi. L'actualité de ce mardi 2 décembre reste marquée par la situation très tendue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et dans une moindre mesure dans d'autres universités du pays. Les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre se sont poursuivis toute la journée jusqu'en début de soirée. Ce soir, le calme est revenu depuis quelques minutes, un calme précaire. Et puis, nous venons d'apprendre que lors d'une réunion du conseil académique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en visioconférence, le dit conseil a autorisé le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à requérir le concours des forces de l'ordre, je cite, afin d'assurer sur le campus pédagogique la sécurité des personnes, la protection des biens et la continuité des activités pédagogiques et scientifiques. Le Conseil rappelle que cette mesure est strictement encadrée par les articles 4, 5 et 6 de la loi 94/79 du 24 novembre 1994 relative aux franchises et aux libertés universitaires. Plus tôt dans la journée, l'intersyndicale des personnels administratifs, techniques et de services avait demandé au rectorat de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ce, après avoir informé que les agents administratifs, techniques et de services avaient été victimes de violences physiques et morales au campus pédagogique. Les 6 organisations signataires du communiqué menacent de demander à leurs membres de rester chez eux si la situation perdure jusqu'à demain mercredi. C'est dans ce contexte tendu que des députés de la majorité parlementaire ont proposé hier l'élimination de la généralisation des bourses, alors que de son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Daouda Ngom, prônait devant l'Assemblée nationale la réforme du décret qui organise l'attribution de ces bourses. Revenons sur cette séquence de l'examen du budget du dit ministère à l'Assemblée nationale. C'était hier avec Pape Faragnik. Les propos des députés Mame Diarra Bi et Awa Dione de PASTEF ont provoqué une onde de choc dans le milieu estudiantin et même au-delà. mënuma laa yoral sa doom préscolaire gratuite yoral la ko primaire gratuite yoral la ko secondaire gratuite nga dem à l'université nag xanaa instant boobu war ngaa mën a préparer wu nag pour à l'université au moins. mais tey boo demee dëkk bu mel ni Canada man fa laa jàngee qui est un pays développé l'État joxu leen ay bourses les étudiants ce qu'ils font mooy dañuy am ay pré-bourse boo xam ne da ngay liggéey da ngay jàng bis boo paree sa jàng nga fayal sa bopp. Ces parlementaires prônent la fin de la généralisation des bourses, ce qui ressemble à un lourd héritage pour ce nouveau régime. mais jafe-jafe yi gën a rëy. Toutes ces difficultés sont à cause de l'ancien régime en 2023 lorsqu'ils ont fermé l'université pendant 8 mois. Depuis cette fermeture, nous avons tous ces problèmes. Aucun pays dans le monde, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, ne ferme pas une université. daawuñu tëj université kenn du ko tëjee noonu. monsieur le ministre ñu ngi lay
Monsieur le ministre, il faut aller vers la privatisation des universités. Il nous faut des universités moitié publiques, moitié privées pour attirer des investisseurs pour rehausser le niveau des études. Pour permettre de rehausser le niveau. Comme si les bourses des étudiants étaient un fardeau pour les autorités, le ministre de l'Enseignement supérieur annonce une réforme du décret qui les organise. Le système actuellement met tout le monde au même pied d'égalité, les fils du paysan et du ministre, mais ce n'est pas normal, car les fils des riches peuvent financer leurs études, contrairement à certains. De ce fait, il faut revoir le décret qui généralise des bourses pour régler ce problème. Nous régler les problèmes définitivement. Touche pas à ma bourse, les slogans des étudiants pour qui cet argent est une question de survie. Les propos de la députée Mame Diarra Bèye au sujet des bourses ont provoqué une vive polémique au sein de la communauté estudiantine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Si la plupart des étudiants fustigent la position de la députée, d'autres en revanche témoignent leur compréhension. Toutefois, la privatisation des universités publiques proposée par Mame Diarra Bèye est unanimement rejetée par les étudiants. Pour plus de détails, suivons ce reportage de Pape Djibril Gueye. Quelques personnes nous débrouillons, pour faire bourses. Ce matin à l'UCAD, les propos de Mame Diarra Bèye, député de PASTEF, au sujet des bourses sont au cœur des débats et les réactions des étudiants sont mitigées. Qu'on donne aux étudiants leurs bourses, la dame là, franchement parlant, je n'apprécie pas. Parce que oui, Canada, le Sénégal, on est trop comparé. Les années ne sont pas les mêmes. À chaque période, il y a une évolution. Octroyer les bourses par rapport à un ordre de mérite, là je suis d'accord. Parce qu'on ne peut pas donner à tous les étudiants des bourses. C'est un peu lourd pour les... Imaginez près de 100 milliards de francs CFA pour des bourses. Toutefois, les étudiants rejettent toute idée de privatisation des universités. Pourquoi privatiser les universités? Il y a des universités privées, il y a des universités publiques. C'est un peu partout dans le monde. Donc ici au Sénégal, nous avons des universités publiques et des universités privées. Et donc, c'est comme les écoles privées et les écoles publiques. Donc il n'y a pas lieu de privatiser. Je suis d'accord à 50%. Parce que déjà, il faut comprendre la vidéo. Elle est venue dans un contexte un peu tendu par rapport aux étudiants. On les comprend, la réaction des étudiants. Mais elle était dans un raisonnement de comparaison entre le Canada et le Sénégal. Donc, privatiser l'université, je ne suis pas d'accord. Au Sénégal, la bourse ne sert pas seulement à financer les études, c'est aussi un moyen de venir en aide aux parents souvent démunis. Pour les étudiants, vouloir comparer le Sénégal au Canada, c'est s'écarter de la réalité. Alors ce matin, la députée Awa Dione, l'une des deux parlementaires que vous avez vus dans les sujets précédents, a présenté ses excuses aux étudiants après ses propos jugés contre-productifs à l'égard de leur mouvement de grève pour le paiement des bourses universitaires. Il y a encore, ces déclarations avaient provoqué une vive polémique sur les réseaux sociaux. Nous l'écoutons. J'aimerais m'adresser aux étudiants, car je me considère comme votre ami. Avant tout, je tiens à m'excuser. Lorsque personne d'autre ne manifestait, vous étiez au front pour nous soutenir et sans accompagnement. Ce que j'ai dit hier n'a peut-être pas été bien compris, mais sachez que tous vos besoins sont pris en compte dans ce projet et vous verrez que je dis la vérité. Je n'ai rien contre vous, chers étudiants, et je vous demande pardon. Avec cette crise, faire entendre raison n'a pas été facile, mais je vous assure que je suis avec vous, je vous soutiens. Merci beaucoup. La bourse est la seule source de revenus pour les étudiants. Les étudiants de Sanar ont répondu aux propos polémiques des députés hier à l'hémicycle. Pour les étudiants de Saint-Louis, ces députés ignorent complètement l'importance de la bourse qui nourrit les étudiants et leurs familles. Ousseynou Diop et Habib Seck, reportage. Suite aux propos polémiques de certains députés à l'Assemblée nationale, les pensionnaires de Sanar ont réagi. Selon Aline Dia, les bourses occupent une place importante dans la vie des étudiants. Oui, moi, quand je reçois ma bourse, d'abord, je vais envoyer à ma mère la moitié.
et la moitié qui reste, je vais la garder pour subvenir à mes besoins. Bourse. Donc, s'il n'y avait pas cette bourse, j'aurais du mal à vivre ici au campus. Pour Ibrahima Diallo, qui a fréquenté l'université de Dakar et celle de Saint-Louis, les députés qui ont soulevé cette question n'ont rien compris. Il les appelle à revoir leur comportement. Ici, je dois payer les transports 200 francs pour venir à l'université. Et j'ai même entendu une dame dire que, je sais pas, au Canada, là-bas, je sais pas, ils payent la chambre ici, alors que nous au Sénégal, ici, on ne paye pas la chambre. C'est faux. Elle n'est pas, moi, déjà, je viens de l'UQAD. J'étais à l'UQAD, je suis venu ici par concours. Mais là-bas, on paie 1000 par étudiant. Pour les étudiants de Sannar, supprimer la bourse est une idée qui menace le cursus universitaire de beaucoup d'étudiants issus de familles démunies. Les étudiants ont besoin de leur bourse pour vivre, en somme, pour vivre, parce que leurs parents n'ont pas assez de moyens. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les étudiants sont en grève depuis plusieurs jours. Les gendarmes veillent au grain devant la grande porte du temple du savoir. À l'université Alioune Diop de Bambey, la nouvelle équipe dirigeante du réseau des alumni, les anciens de cette université, veut s'investir dans la prévention et la lutte contre les crises universitaires. Mohamed Mansour Faye l'a dit après son élection à la tête du réseau. C'était en présence des autorités universitaires. Reportage Babacar Diouf. Mohamed Faye, le tout nouveau coordinateur du réseau des alumni de l'université Alioune Diop de Bambey, veut s'investir dans la prévention et la résolution des crises universitaires. Bambey a une particularité, et la particularité de l'université de Bambey, c'est que nous sommes très proches de nos maîtres, donc des professeurs, du corps administratif, tout ça là. Et je pense que le rôle du réseau sera un rôle de médiateur et même un rôle d'avant-coureur. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a des velléités de tension, nous allons essayer de nous positionner, de jouer ce rôle de médiation là, afin que des incidents ne puissent pas survenir. Élu à plus de 50% des votants, le coordinateur du réseau va travailler avec ses équipes sur un plan stratégique de 5 ans. Là, je pense que la reconnaissance administrative va nous ouvrir des portes. Donc à la suite de cela, c'est d'organiser des activités de co-création du programme, puisque c'est un réseau des alumni de toutes les filières, de toutes les UFR. Il est important qu'on puisse prendre en compte les besoins des uns et des autres, donc pour qu'on puisse avoir vraiment un plan inclusif, réactif, mais qui nous permettra de dynamiser notre réseau. Cette assemblée générale, il faut le rappeler, était aussi un moment de retrouvailles entre anciens de l'université de Bambey. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la situation dans les universités du Sénégal. Toute autre chose maintenant, elles l'ont dit, elles l'ont fait. Les collectivités territoriales sont complètement paralysées aujourd'hui et elles le seront également demain. En tout cas, les travailleurs de Saint-Louis entament une grève aujourd'hui. Ils ont tenu un sit-in également devant le siège du payeur municipal. Ces travailleurs réclament le remboursement intégral des salaires qui ont été coupés à hauteur de 65 000 francs CFA sans raison d'après eux. On écoute à ce sujet Pape Abikan Diallo, secrétaire administratif du syndicat des travailleurs des collectivités territoriales. Le payeur est en train de nous mettre en ruine, nous agents. Imaginez un agent de santé qui a un salaire de 150 000 francs, vous prenez 65 000 francs pour lui, comment il va faire pour vivre? Mieux, le payeur refuse encore de payer l'augmentation salariale. Je rappelle que depuis le 8 octobre, le président et le premier ministre ont signé 2 décrets pour vraiment statuer la revalorisation salariale, donc que nous voulons dire, et pour dire que maintenant, à partir d'aujourd'hui, déjà nous avons le plan d'action, nous sommes en train de faire le sitting, après tout le monde rentre chez lui, demain ce sera débrayage, et jeudi nous allons nous réunir pour évaluer donc, le premier plan d'action. Un an après l'installation de la législature, les Sénégalais dressent le bilan de 12 mois passés à l'Assemblée nationale. Les avis sont partagés entre rupture et continuité. Pour une partie des citoyens interrogés, rien n'a vraiment changé. Pour d'autres, il faut appeler les parlementaires à davantage de sens des responsabilités afin de mieux porter les préoccupations des Sénégalais. Un micro-trottoir réalisé par Abbé Faye.
Mon seul problème, c'est que j'apprécie vraiment Ousmane Sonko, même si j'ai du mal à l'expliquer. Je crois en lui et j'ai foi en son projet. Mais ces derniers jours, ce qui me dérange, ce sont certains comportements à l'Assemblée nationale. Des échanges de piques entre lui et un député. Ce n'est pas ce que les Sénégalais attendaient de lui. Nous l'avons élu pour travailler à un autre niveau, pas pour se rabaisser. Nous savons qu'il a une grande force populaire, que beaucoup de gens adoptent tout ce qu'il dit. Mais personnellement, je ne fonctionne pas comme ça. Les députés de la majorité devraient aussi changer de manière de faire. Arrêtez de suivre aveuglément le Premier ministre. Ce que nous voyons actuellement à l'Assemblée nationale est inédit. J'aimerais rappeler aux députés qu'ils sont avant tout les représentants du peuple. Leur mission n'est pas de plaire à qui que ce soit, ni de défendre une personne, mais de travailler pour le Sénégal et pour les intérêts des citoyens. C'est regrettable de constater que certains députés semblent travailler au profit d'une seule personne, en l'occurrence Ousmane Sonko, alors que cela n'aide en rien à faire avancer le pays. Nous sommes tous des Sénégalais et ces élus représentent le peuple, non pas uniquement le PASTEF ou l'APR. Leur responsabilité est de servir le Sénégal, avant tout, plutôt que de passer leur temps à se chamailler à l'Assemblée nationale. Ce constat montre clairement qu'il n'y a pas encore de véritable rupture. Je pense qu'on doit plutôt écouter. Je pense c'est comprendre. Mais je pense que nous devons écouter pour entendre. Et donc, le mot war nañu seetaat ci rupture bu ñu doon wax ñun ñi en tant que les élus du peuple ñu xool vraiment rupture bu ñu doon wax indiwuñu ko ci assemblée. Nous avons constaté lors de la dernière séance de questions-réponses avec le Premier ministre une attitude visant à rabaisser un député. Cela ne m'a vraiment pas plu. Les élus ne sont pas là pour être décrédibilisés, surtout pas par le Premier ministre. À ce niveau de responsabilité, il aurait dû simplement répondre à la question posée, sans tomber dans des attaques personnelles. Suite à l'exploitation d'un renseignement faisant état d'un trafic intense de drogue dans sa zone de compétence, la brigade de recherche de Keur-Massar a conduit hier lundi 1er décembre une opération qui a permis le démantèlement d'un réseau actif. En effet, les enquêteurs ont mis en place une filature ciblée et ont abouti à l'interpellation d'un individu pris en flagrant délit d'une transaction. La fouille effectuée sur le suspect a permis la découverte de 104 pièces d'ecstasy dissimulées dans ses poches. L'enquête se poursuit. Campagne de sensibilisation de la CENTIF. Elle a tenu une rencontre avec les autorités administratives locales et les populations. La cellule nationale de traitement des informations financières déclare avoir transmis au pôle judiciaire financier 46 rapports pour l'année 2024, et un total de 556 rapports de 2005 à 2024. Autre déclaration faite lors de cette rencontre, Sédhiou étant une région frontalière avec la Gambie et la Guinée-Bissau, la vente de chanvre indien et la circulation de la drogue sont très fréquentes. Ceci représente le blanchiment de capitaux. Écoutons Mandjibouley, commissaire de police principal, par ailleurs directeur des enquêtes de la CENTIF, au micro de Bakary Conté avec les images de Khalid Djemé. Le nombre de rapports transmis au pôle judiciaire financier, c'est 46 rapports. Alors, ça a été dit dans le rapport d'activité de la CENTIF de 2024. Ces 46 rapports, c'est juste pour 2024. Parce que le total des rapports transmis par la CENTIF au niveau des tribunaux, c'est 556 rapports de 2005 à 2024. Vous savez, la particularité des régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, c'est que c'est des régions frontalières, avec des pays amis. Il y a l'insécurité qui est là, qui peut guetter quelque part. Il y a aussi le trafic de drogue, le trafic de cannabis, qui est également une réalité à Sédhiou. Et tout ça, c'est des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux et peut-être même au financement du terrorisme et de la prolifération. Donc la campagne de sensibilisation de manière sectorielle pour le cas propre de Sédhiou, effectivement, ne peut pas occulter ces questions-là. D'où effectivement le fait qu'on ait eu à relater ces questions-là, ces infractions sous-jacentes-là, pour un peu préparer les autorités d'enquête et de poursuite pénale à être mieux alertes par rapport à ces questions et surtout à conformément à la recommandation 3, à viser toujours l'infraction de blanchiment de capitaux dans le cadre des enquêtes classiques
que ces services-là font quotidiennement. Parce que ça permet effectivement d'avoir une palette de possibilités en termes, disons, de possibilités investigationnelles et ça aide toujours à mieux cerner l'environnement des délinquants qui sont poursuivis. Toujours au sujet du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, Thiès est une région à risque qui mérite une attention particulière, notamment en raison des risques qui sont aussi notés dans les jeux en ligne, l'immobilier. Pour toutes ces raisons, le Comité national de coordination de lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme était à Thiès pour sensibiliser les acteurs territoriaux sur le phénomène et les dispositions prises pour lutter contre ces infractions. Reportage Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. La région de Thiès, du fait de sa position stratégique et de forte mobilité des personnes et des capitaux, préoccupe les autorités en tant que première région minière du Sénégal pour d'attraction économique. Il y a des risques réels liés au blanchiment et au financement du terrorisme. C'est ce qui a motivé la délégation de coordination de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à effectuer le déplacement à Thiès pour une campagne de sensibilisation. À l'instar des autres villes du pays, toutes ces infractions se retrouvent également dans la ville de Thiès. Ces infractions sont la corruption, le détournement de deniers publics, mais nous avons également d'autres infractions liées à la fraude. Aujourd'hui, les jeux en ligne, nous avons des risques très émergents dans les jeux en ligne, dans la cybercriminalité également, et dans d'autres formes de criminalité, tout ce qui est immobilier, promotion immobilière, location immobilière, parce que c'est des secteurs sensibles. L'adjoint au gouverneur de Thiès a réuni tous les acteurs territoriaux pour accompagner le comité national de coordination dans ce travail. Il est important de contrôler tous les financiers qui tournent autour de ces secteurs et d'essayer de sensibiliser les acteurs sur les risques et de pouvoir trouver les moyens nécessaires pour pouvoir limiter les dégâts. L'adjoint au gouverneur de Thiès a appelé les acteurs publics et privés à veiller à la bonne appropriation du dispositif mis en place pour lutter contre ce fléau. Le lieutenant-colonel Sanamandian, ancien membre des Junglers, force paramilitaire en charge de la sécurité rapprochée de l'ex-président gambien Yaya Jammeh, qui a été arrêté dans la zone frontalière entre le Sénégal et la Gambie, a été remis aux autorités gambiennes ce mardi 2 décembre 2025 vers 14 h. Nos sources précisent que lors de leur arrestation, Sanamandian avec 3 compagnons ont été trouvés en pleine brousse en train de s'activer autour de leur four à charbon. Ils ont opposé une farouche résistance en en venant même aux mains avec les forces de l'ordre et avant d'être maîtrisés. Plus de détails avec Boubacar Djassi. Selon les informations relayées par une partie de la presse gambienne et sénégalaise, l'arrestation de Sanamandian serait intervenu dans un village situé le long de la frontière entre la Gambie et le Sénégal. Il s'agit de la frontière sud de la République sœur de Gambie. Sanamandian serait interpellé dans le cadre d'une enquête conjointe menée par les forces de sécurité des deux pays. Une autorité sécuritaire contactée par nos soins a précisé qu'il devrait s'agir d'une coopération sécuritaire inscrite au titre des activités d'Interpol. Sanamandian est présenté comme étant un membre d'éléments paramilitaires très proche de l'ex-président gambien Yaya Jammeh. Yaya Jammeh qui vit actuellement en exil. Il s'agit de Junglers. Il en serait même un lieutenant-colonel. Sanamandian serait donc recherché depuis 2017, soit depuis le départ de Yaya Jammeh du pouvoir. Son mentor Yaya Jammeh, qui avait annoncé son retour en Gambie pour novembre 2025, n'a finalement pas mis les pieds dans ce pays qu'il a dirigé de juillet 1994 à janvier 2017. La prochaine élection présidentielle gambienne est prévue le samedi 5 décembre 2026. Le verdict est tombé ce mardi dans l'affaire dite Nelly, la jeune femme de nationalité étrangère poursuivie pour des faits en lien avec les mœurs et le virus du sida. Elle a été condamnée à 1 mois de prison ferme et laissée pendant libre pour avoir déjà purgé cette peine en position de détention provisoire ou préventive. Quant à l'infirmière poursuivie dans la même affaire, elle aussi est libre après avoir bénéficié d'une dispense de peine. Information de notre correspondant dans la région,
de Ziguinchor, Boubacar Diassi. Poufoun, dans la commune de Ndiéyène Sirakh, Youssou Ndour offre un forage équipé aux populations de la localité. L'ouvrage est mis à la disposition de l'Office national des forages ruraux. La cérémonie de réception s'est déroulée en présence du leader du Super Étoile. Par ce geste, le patron du Super Étoile a permis de résoudre le problème entre Aquatec et la commune de Ndiéyène Sirakh. Babacar Diouf. Le geste est immense. Les populations de Poufoun, ce village de la commune de Ndiéyène Sirakh, sont soulagées. Diego ba wax ma ne ma ñu jëlee tiwo bi Kaba andi ko Poufoun ndax ñu am ndox def nañu ko waaye yàlla dogal tiwo boobu itam feebal Poufoun continue ci ñàkk ndox nga ñëw tey nag mu wóor nu ne ñàkk ndox Youssou Ndour et sa famille ont construit le forage pour le mettre à la disposition de l'État du Sénégal. Ils ne demandent qu'une chose, un accès facile à l'eau potable pour les populations de son village. Cette situation est réglée. Maintenant, il faut les accompagner. Comme je disais tout à l'heure, il faudra bien communiquer entre Aquatec et l'hydraulique et les populations. Ansou Niabali, le directeur général de Aquatec Sénégal, salue la clairvoyance du leader du Super Étoile et promet de faire plus pour les populations de Poufoun. Acquis, c'est un important acquis pour nous. C'est un point de départ avec la réalisation de ce forage. Maintenant, à l'État de pérenniser. Et dans les prochains jours, comme l'a demandé Monsieur le ministre et surtout insisté Monsieur le sous-préfet, on procédera à la potabilisation de l'eau et on fera tout dans les projets 2026 avec l'effort pour qu'on puisse avoir un château d'eau ici. Comme d'une pierre deux coups, par ce geste, Youssou Ndour ouvre les portes des forages de la commune de Ndiéyène Sirakh aux fermiers Aquatec. Monsieur le directeur général de Aquatec, ginnaaw bu nu gërëmee préfet ak état bi ci muñal gi ñu muñal bàyyi nu ak suñuy forage tey noo ngi lay dalal dans la commune de Ndiéyène Sirakh. Nous ak le représentant de l'État, la commune de Ndiéyène Sirakh forage yi ci nekk dénk nañ la. Le sous-préfet de Thiénaba veille au respect des engagements. Que Aquatec puisse accomplir cette mission pour l'intérêt exclusif des populations. Le leader du Super Étoile n'en est pas pour autant à son premier geste pour les populations de son terroir, en atteste le témoignage du chef de village. L'édition 2025 du pèlerinage au lieu saint de la chrétienté a pris fin ce dimanche avec une messe d'action de grâce célébrée à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Cette célébration est venue couronner une démarche spirituelle qui a conduit 450 pèlerins catholiques dans 3 hauts lieux de la foi, Israël, l'Italie et la France. La messe de clôture a été présidée par son Excellence Monseigneur Paul Abel Mamba Diatta, président du comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques Saint-Pec, par ailleurs évêque du diocèse de Tambacounda. Compte rendu, Daniel Diouf, Ababakar Kamara. Avec cette messe d'action de grâce des pèlerins de l'Espérance, se ferme l'édition jubilaire 2025 du pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. L'édition 2026 se prépare, mais elle va probablement se dérouler sans le président actuel du Saint-Pec. Sur ces images, son Excellence Monseigneur Paul Abel Mamba Diatta. En effet, après 10 années de service, je considère que le temps est venu pour moi d'aller vers d'autres rives pour céder la place à un plus grand que moi afin de poursuivre l'œuvre de Dieu à la tête de notre organisation au service des pèlerinages. C'est ce que j'ai l'intention de demander à mes pères évêques de la province de Dakar. Le Saint-Pec n'est pas une simple structure, mais un héritage confié à la communauté chrétienne, un patrimoine immatériel et national, un patrimoine pour toute l'Église du Sénégal. Par conséquent, il ne faudrait pas travailler à pervertir sa mission. Il faut plutôt travailler à préserver ce précieux héritage et legs de nos devanciers, améliorer ses performances sur tous les plans pour le bien spirituel des générations futures de pèlerins. Ce sont des postures comportementales chez certains types de pèlerins qui ont contrarié Monseigneur.
Des attitudes qui contrastent avec la mission du SYNPEC. Ne pas faire du SYNPEC un fonds de commerce pour des intérêts financiers personnels et privés. Donc, pas de commerce. On prendra un fouet. Sinon, je prendrai ma crosse pour chasser tous ces commerçants. Ne pas dévoyer et détourner notre organisation de ses objectifs principaux en faisant du SYNPEC un canal d'émigration irrégulière au point de saper la confiance des chancelleries à l'endroit de notre organisation. Cette année, nous avons perdu 5. Ce n'est pas normal. Ne pas permettre que certains anciens pèlerins en fassent une agence de tourisme religieux à leur service. Il y a des gens qui sont partis 10 fois, alors qu'il y a la liste d'attente où les gens n'ont pas pu s'inscrire. Ce n'est pas normal. Monseigneur Paul Abel Mamba a vivement remercié tous ses collaborateurs depuis 10 ans. De la gratitude également à l'an. Les étudiants revendiquent le paiement de l'année 2024-2025 et celui de 2025-2026. En Guinée-Bissau, la commission électorale se déclare dans l'impossibilité de publier les résultats du scrutin. Le secrétaire exécutif de la CNE, Idrissa Diallo, a déclaré en conférence de presse ce mardi que les conditions logistiques et matérielles ne sont pas réunies pour, je cite, conclure le processus électoral et proclamer les résultats. Fin de citation. Le matériel ayant été détruit par des hommes armés et aucun procès verbal n'ayant pu être préservé. En sport, le comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football a tenu sa première réunion. À l'issue, 5 grandes décisions ont été prises, entre autres le changement de financement de la réhabilitation du stade Demba Diop et la mise en place d'un dispositif pour l'obtention d'un Fan ID en vue de la CAN 2025 au Maroc. Suivons à ce propos Thierno Kosso Diané, deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football. La deuxième phase de réhabilitation, du projet de réhabilitation du stade de Diop, qui passe par la révision de son modèle de financement. Je pense qu'à ce niveau, nous avons tous constaté que le chantier manque le pas, n'avance pas trop, et qu'il faille maintenant prendre les tours par les corps, quitte à même revoir le modèle de financement qui ne nous paraît pas très adapté. Une autre décision importante qu'on a prise, c'est la mise en place du bureau de facilitation pour l'obtention de Fan ID pour les supporters et les Sénégalais qui doivent se rendre au Maroc. Nous avons mis en place un dispositif qui sera logé au siège de la Ligue sénégalaise professionnelle. La décision qu'on a prise également, la 5e, consiste à autoriser Jolof Olympique Club à jouer sur son terrain. Je pense qu'il y a une mesure d'interdiction d'utiliser le terrain de Job qui avait été prise et sur laquelle Job a introduit une demande de levée que nous avons étudiée en prenant la disposition, en envoyant une mission sur place et pour décider de lever. Et dans le même ordre d'idée également, nous avons d'autres demandes, d'autres clubs, d'autres centres, comme Djamba, comme Génération Foot. Mais à ce niveau, je pense que nous avons demandé à la commission d'homologation et à l'administration fédérale de continuer à faire le travail pour voir la suite à donner à ces demandes. Voilà qui met fin à ce journal que je vous remercie d'avoir suivi, mais restez avec nous dans un instant, notre invité de ce soir.